Ma famille a donné ma place à la femme de mon cousin lors du dîner, en disant « Tu n'as pas ta place ici ». Je suis partie en silence, jusqu'à ce que beau-papa maître rappe avec ces mots « En fait, c'est elle la propriétaire de cette maison ». Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'une des plus difficiles que j'ai jamais eu à partager, mais il est essentiel que la vérité éclate. C'est l'histoire d'une famille qui, vue de l'extérieur, incarnait le bonheur parfait. C'est l'histoire de ma belle-mère, une femme qui a insisté pour préparer des repas personnalisés pour tout le monde, mais le mien était un cadeau empoisonné, un cadeau spécial. Tout a basculé lors d'un dîner de famille où l'on a donné ma place à une autre, me signifiant froidement que je n'étais pas d'ici. Humiliée, j'étais sur le point de partir en silence, jusqu'à ce que mon beau-père se lève et prononce des mots qui ont fait trembler les murs et changer nos vies à jamais. En fait, c'est elle la propriétaire de cette maison. Voilà le drame que je m'apprête à vous dévoiler dans ses moindres détails. Mais avant de plonger dans cette histoire complexe, j'aimerais prendre un instant pour me connecter avec vous. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quelle région ou même quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et quelle heure est-il chez vous? Savoir d'où vous venez me donne l'impression que nous sommes tous un peu plus proches, réunis autour de cette histoire. Maintenant, permettez-moi de tout vous raconter depuis le début. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Pendant une longue période, j'ai sincèrement cru que je vivais un conte de fées moderne. Notre maison, nichée dans une banlieue verdoyante de Lyon, était mon sanctuaire. C'était une maison remplie de rires, avec les traces de crayons de cire de nos deux garçons sur le réfrigérateur et une balançoire dans le jardin qui grinçait joyeusement. Mon mari, Marc, un ingénieur mécanique brillant et attentionné, était mon rock. Il travaillait dur, mais il était toujours là à l'heure pour le rituel sacré de l'histoire du soir. Nos deux fils, Léo et Hugo, âgés de moins de 6 ans, étaient notre soleil. De l'extérieur, nous étions le portrait craché de la famille parfaite. Et pour être honnête, je le croyais aussi. Jusqu'à ce que l'ombre de ma belle-mère, Brigitte, commence à s'étendre sur notre bonheur. Brigitte est une femme que la société qualifierait d'admirable. Toujours impeccablement vêtue, un collier de perles discret ornant son cou, elle dégage une aura de chaleur et d'élégance. Son sourire semble sincère, sa voix est douce, et elle incarne la patience d'une sainte. Pour tous ceux qui la connaissent, elle est un pilier, une mère et une grand-mère dévouée. Pendant les premières années de mon mariage avec Marc, j'ai mis toute mon énergie à essayer de la voir à travers leurs yeux. Mais j'ai appris une dure leçon, la véritable nature d'une personne ne se révèle pas en public, mais dans les gestes subtils, les mots non dits, lorsque les masques tombent. Et Brigitte maîtrisait à la perfection l'art de transformer la gentillesse en une arme blanche, une arme qui laissait des cicatrices invisibles. Le point de rupture, le moment où le vernis a commencé à craquer, fut lors d'un déjeuner dominical dans leur somptueuse maison à Annecy. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, l'odeur du rôti de bœuf embaumait l'air. C'était une scène idyllique. Comme à mon habitude, j'aidais à mettre la table. Ma place, depuis que j'avais rejoint cette famille, était toujours la même, à la droite de Marc, un symbole de notre union. Mais ce jour-là, alors que je m'apprêtais à tirer ma chaise, la voix mielleuse de Brigitte m'a interrompu. Avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle s'est adressée à la jeune épouse d'un cousin éloigné, une femme que je connaissais à peine. « Chérie, installe-toi donc ici, tu seras bien plus à l'aise pour discuter avec Marc. » La jeune femme a rougi, visiblement mal à l'aise, et a jeté un regard interrogateur dans ma direction. Perdue, j'ai regardé ma belle-mère. « Et moi, Brigitte, où est-ce que je m'assois ?» ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne l'aurais souhaité. Brigitte a laissé échapper un petit rire léger, un son qui m'a glacé le sang. « Oh, ma chérie, ne t'en fais pas, trouve-toi une petite place au bout de la table. Après tout, toi, tu n'es pas vraiment d'ici, n'est-ce pas ?» Le coup a été porté avec la précision d'un chirurgien. « Pas d'ici. » Ces 3 mots ont explosé dans le silence de la pièce. Chaque regard s'est tourné vers moi. Je sentais le sang monter à mes joues, une vague de honte et de colère menaçant de me submerger. J'ai bredouillé des excuses confuses, prête à fuir cette humiliation publique, à me réfugier n'importe où. C'est à ce moment précis que la voix grave de mon beau-père, Jean-Pierre, a retenti comme un coup de tonnerre. Il s'est levé, son calme habituel remplacé par une autorité indéniable.
Brigitte, cela suffit. Son ton était sans appel. Il s'est tourné vers moi, son regard bienveillant. Camille. Ta place est ici, à côté de ton mari. Puis, balayant l'assemblée de son regard, il a lâché la bombe. D'ailleurs, il est temps que vous sachiez tous la vérité. C'est Camille, et personne d'autre, qui est la propriétaire de cette maison. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Marc me fixait, la bouche bée. Le sourire de Brigitte s'était figé en un masque grotesque. Jean-Pierre a alors expliqué qu'il avait, des années auparavant, utilisé ses économies personnelles pour racheter la maison et l'avait mise à mon nom, pour garantir un avenir sûr à ses petits-enfants. C'était un acte de protection, un secret bien gardé. Il voulait nous protéger. Mais de qui? De quoi? La réponse se tenait juste en face de moi, son visage déformé par une fureur à peine contenue. Ce jour-là, Brigitte a retrouvé sa contenance et a applaudi l'idée. Mais son regard me lançait une promesse silencieuse. J'avais remporté une bataille inattendue, mais je venais, sans le savoir, de lui déclarer la guerre. Et elle était bien décidée à la gagner, quel qu'en soit le prix. Après la révélation fracassante de Jean-Pierre, une sorte de paix armée s'est installée. Brigitte, en surface, redoublait de prévenance à mon égard. Elle m'appelait « ma chère Camille » à tout bout de champ, me demandait constamment si j'avais besoin de quelque chose, le tout avec un sourire qui semblait gravé dans le marbre. Mais c'était une façade, un décor de théâtre derrière lequel se jouait une pièce bien plus sombre. Sa stratégie avait changé, fini les attaques frontales, place à une guérilla psychologique, une guerre d'usure menée à coups de micro-agressions, chacune conçue pour éroder ma confiance et me faire sentir comme une intruse. Les repas en famille restaient son terrain de jeu favori. Elle excellait dans l'art du traitement spécial. Si elle servait un magnifique saumon en croûte à toute la tablée, elle se tournait vers moi avec une assiette contenant un simple filet de colin vapeur. Je sais que tu préfères les choses légères, ma chérie, c'est mieux pour ta santé, disait-elle avec un air de sollicitude. Elle faisait des commentaires sur ma façon d'éduquer les enfants, toujours sous forme de conseils bienveillants. Oh, tu laisses Léo manger avec les doigts? C'est original. De mon temps, on apprenait les bonnes manières dès le berceau, mais les temps changent, n'est-ce pas? Chaque phrase était une flèche empoisonnée, décochée avec le plus doux des sourires. Marc, mon mari, restait désespérément aveugle. Maman veut juste aider, me répétait-il. Tu interprètes tout de travers. Elle est de l'ancienne école, c'est tout. Son déni était une muraille contre laquelle mes plaintes venaient s'écraser, me laissant encore plus seule et isolée. L'incident qui a véritablement marqué un tournant, celui qui m'a fait comprendre la profondeur de sa malveillance, s'est produit lors de la fête pour les 60 ans de Jean-Pierre. C'était une grande réception, avec des dizaines d'invités. Pour l'occasion, j'avais décidé de porter une robe qui m'était incroyablement précieuse. C'était une robe en soie vert émeraude, simple mais d'une élégance intemporelle. C'était le dernier cadeau que ma mère m'avait fait avant de décéder d'une longue maladie. En la portant, j'avais l'impression qu'une partie d'elle était avec moi. Je me sentais forte, belle, et pour la première fois depuis longtemps, à ma place. Alors que je discutais avec une vieille amie de la famille, Brigitte s'est approchée, un verre de vin rouge à la main. « Camille, cette couleur te va à ravir. Tu es absolument magnifique », a-t-elle déclaré d'une voix forte, attirant l'attention sur nous. Au moment précis où elle est arrivée à ma hauteur, elle a fait un mouvement brusque, comme si elle avait perdu l'équilibre. Le contenu de son verre s'est déversé en une cascade écarlate sur le devant de ma robe. Une énorme tache sombre s'est immédiatement formée sur la soie délicate. Le temps a semblé s'arrêter. Un silence gêné s'est installé autour de nous. Oh, mon Dieu! Quelle maladroite je suis! Je suis impardonnable, s'est-elle exclamée, ses mains voletant autour de la tache. Elle a attrapé une serviette en papier et a commencé à tamponner frénétiquement, ne faisant qu'aggraver les dégâts, incrustant le vin plus profondément dans les fibres. Ta superbe robe, tout est de ma faute. Ses yeux se sont remplis de larmes, sa performance était digne d'une actrice oscarisée. Mais pendant une fraction de seconde, juste avant que le masque du remords ne s'abatte sur son visage, j'ai vu autre chose. J'ai vu une lueur de satisfaction pure, un éclair de triomphe dans son regard. C'était fugace,
mais indéniable. Ce n'était pas un accident. C'était un acte de vandalisme délibéré, une profanation de mon souvenir le plus cher. Plus tard, quand les invités sont partis, j'ai essayé d'expliquer à Marc ce que j'avais vu. Je lui ai parlé de la lueur dans ses yeux, du caractère intentionnel de son geste. Il a soupiré, passant une main lasse sur son visage. « Chérie, tu te fais des films. C'était un accident. Maman est anéantie, elle n'arrête pas de s'excuser. Pourquoi cherches-tu toujours à voir le mal en elle? Tu rends les choses tellement compliquées. » Ces mots m'ont frappé plus durement que le vin sur ma robe. Compliqué, ai-je répété, ma voix tremblant de rage contenue. Elle a détruit le dernier souvenir que j'ai de ma mère, Marc, et tu me dis que je complique les choses? Mais il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas, ou ne voulait pas, comprendre. Ce soir-là, seul dans notre chambre, en regardant la tache indélébile qui défigurait la robe, j'ai compris que Brigitte ne se contenterait pas de détruire des objets. Elle voulait me détruire, moi. Mon esprit, mon bonheur, mon mariage. La robe n'était qu'un avertissement. Et je savais, avec une certitude glaçante, que le pire était encore à venir. Elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas atteint son but. L'été suivant a apporté avec lui une chaleur étouffante et une invitation inévitable pour un long week-end dans la maison d'Annecy. L'idée de passer 3 jours sous le même toit que Brigitte me donnait la nausée, mais refuser était impensable. Cela aurait déclenché une crise familiale que Marc m'aurait reproché pendant des mois. J'ai donc fait ma valise, le cœur lourd, avec le sentiment d'entrer dans la fosse aux lions. L'atmosphère était faussement cordiale. Brigitte jouait à la perfection son rôle de grand-mère aimante et d'hôtesse attentionnée. Un après-midi, alors que la chaleur était à son comble, Marc et Jean-Pierre sont partis faire une course en ville, et les enfants, épuisés par leur jeu, se sont endormis pour la sieste. Je me suis réfugiée sur la terrasse ombragée avec un roman, espérant voler quelques instants de paix. C'est là que Brigitte m'a trouvée. Elle est sortie de la cuisine, un sourire énigmatique sur les lèvres. Dans sa main, elle tenait une petite assiette en porcelaine de Limoges. Sur l'assiette, 3 truffes au chocolat, saupoudrées d'un fin voile de cacao, semblaient délicieuses. « Je pensais à toi, ma chérie », a-t-elle dit de sa voix la plus douce. Une petite gourmandise pour te redonner de l'énergie. Ce sont des chocolats d'un artisan belge très réputé. Un vrai régal. Mon instinct de survie hurlait. Chaque fibre de mon être me disait de refuser. Mais comment justifier un tel refus sans paraître folle? J'étais piégée. Elle s'est assise en face de moi, posant l'assiette sur la table entre nous. « Serre-toi, je t'en prie. » Son regard était insistant. Pour éviter un conflit, j'ai tendu la main et j'ai pris une des truffes. Elle avait un aspect étrange, légèrement terne, et un coin semblait friable. Je l'ai portée à ma bouche sous son regard attentif. Dès que mes dents l'ont touchée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Au lieu de la texture fondante attendue, j'ai entendu un crack sec et anormal. La saveur qui a envahi ma bouche était indescriptible. Un mélange de moisie, de poussière et d'une amertume rance. C'était absolument répugnant. J'ai réprimé une grimace et j'ai avalé avec difficulté, sentant la texture granuleuse me gratter la gorge. « Alors, c'est bon ?» a-t-elle demandé, ses yeux fixés sur moi. « Celui-là est spécial. Je l'ai gardé juste pour toi. » Le mot « spécial » a résonné dans ma tête comme une alarme incendie. C'était sa signature, sa marque de fabrique pour le poison. « C'est très riche », ai-je réussi à articuler. Je crois que je vais garder les autres pour plus tard. J'ai rapidement enveloppé les 2 truffes restantes dans une serviette en papier et les ai glissées dans la poche de mon short, sous son regard désapprobateur. Environ 1 heure plus tard, alors que j'étais seule dans notre chambre, les premières crampes ont frappé. C'était une douleur violente, aiguë, comme si des couteaux me poignardaient l'estomac. J'ai couru vers la salle de bain, où j'ai été prise de nausées et de vomissements incontrôlables. J'ai passé l'heure suivante recroquevillée sur le carrelage froid, tremblante et couverte de sueur froide, me sentant plus malade que je ne l'avais jamais été. Le lendemain matin, encore faible, je suis descendue à la cuisine avant tout le monde. En jetant la serviette contenant les 2 autres truffes, mon regard a été attiré par un emballage froissé au fond de la poubelle. Un papier d'aluminium blanc, avec des lettres dorées vieillottes.
Poussé par une terrible intuition, je l'ai récupéré. Je l'ai lissé sur le plan de travail. C'était l'emballage d'une marque de chocolat que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai vu la date. En tout petits caractères, presque effacés, à consommer de préférence avant, décembre 2012. Nous étions en août 2022. 10 ans. Elle m'avait sciemment donné un chocolat périmé depuis une décennie. Ce n'était plus de la méchanceté, c'était une tentative délibérée de m'empoisonner. Le soir, quand nous étions seuls, j'ai confronté Marc. Je lui ai montré l'emballage. Regarde, Marc. Regarde la date. Il a plissé les yeux. Oh. C'est vieux. Puis il a ajouté, avec une nonchalance qui m'a anéanti, elle a dû le trouver en faisant du tri dans un vieux placard. Elle n'a sûrement pas fait attention. Pas fait attention, ai-je sifflé, ma voix tremblant de rage. Elle m'a regardé le manger, Marc. Elle m'a dit qu'il était spécial. J'ai été malade comme un chien pendant des heures. Il a eu l'air mal à l'aise, incapable de me regarder dans les yeux. Tu es sûr que c'est à cause de ça? Tu as peut-être juste attrapé un virus. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne me croirait jamais. Il choisirait toujours de croire à l'innocence de sa mère plutôt qu'à la souffrance de sa femme. Maintenant, je veux vous demander quelque chose, à vous qui m'écoutez. Que auriez-vous fait à ma place? Quand la personne qui a juré de vous protéger devient le complice involontaire de votre bourreau. Dites-le moi dans les commentaires. Vos avis comptent énormément pour moi. Ce soir-là, en regardant mon mari s'endormir paisiblement, j'ai su que j'étais seule. Si je voulais que la vérité éclate, je devais trouver un moyen de la prouver. Et j'allais le trouver, coûte que coûte. Les jours qui ont suivi notre retour de ce week-end infernal à Annecy ont été parmi les plus sombres de ma vie. Je vivais dans une sorte de brouillard, un mélange de colère résiduelle, de peur et d'un profond sentiment de solitude. Marc agissait comme si l'incident du chocolat n'avait jamais eu lieu. Il était prévenant, me demandait si je me sentais mieux, mais le sujet, Brigitte, était devenu tabou, une zone de non-droit dans notre conversation. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, il se fermait comme une vitre, m'accusant d'être obsédé et de vouloir créer des problèmes. Le fossé entre nous n'était plus une fissure, c'était un canyon. Je me sentais piégée, comme l'héroïne d'un thriller psychologique, celle que personne ne croit et que l'on prend pour une folle. Je commençais même à douter de ma propre santé mentale. Et si Marc avait raison? Et si j'exagérais tout? Mais la douleur dans mon estomac avait été bien réelle, et l'image de la date sur l'emballage était gravée dans ma mémoire. Je savais que je n'étais pas folle. J'étais en danger. Après une semaine de silence et de tension, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui ne soit pas aveuglé par l'amour filial. J'ai attendu que Marc parte travailler et que les enfants soient à l'école. Puis, les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de mon petit frère, Léo. Léo et moi avons toujours eu un lien spécial. Il est plus jeune que moi de 2 ans, mais il a toujours eu une maturité et une perspicacité étonnantes. Il travaille comme ingénieur en cybersécurité à Toulouse, un esprit brillant et logique. Je lui avais déjà fait part de quelques bizarreries de Brigitte par le passé, mais j'avais toujours minimisé, de peur de passer pour la belle-fille acariâtre. Cette fois, j'ai décidé de tout lui dire. La conversation a duré plus d'1 heure. J'ai commencé par l'incident de la place à table, puis la robe en soie souillée, les cadeaux empoisonnés, les commentaires incessants, et j'ai terminé par l'histoire du chocolat périmé de 10 ans. J'ai raconté chaque détail, ma voix se brisant parfois sous le poids de l'émotion et de la frustration accumulée. Quand j'ai eu fini, un long silence a pesé à l'autre bout du fil. Mon cœur s'est serré. J'ai eu peur qu'il me juge, qu'il me dise que j'en faisais trop, comme Marc. Mais quand il a enfin parlé, sa voix était calme, mais chargée d'une fureur froide qui m'a surprise. Cette femme est une sociopathe, Camille. Le mot était fort, mais entendre quelqu'un valider mes peurs a été un soulagement immense. Les larmes que j'avais réprimées ont jailli. Je sais, Léo. Mais le pire, c'est que Marc ne voit rien. Il la défend. Je suis seule. Non, tu n'es pas seule, a-t-il affirmé. Tu m'as, moi. Et on va la coincer. La coincer? Mais comment?
La parole contre la parole ne fonctionnera jamais avec un manipulateur comme elle, a-t-il expliqué, son esprit d'ingénieur prenant le dessus. Tu as besoin de preuves tangibles. Des preuves visuelles. Tu dois l'enregistrer. Installer des caméras? L'idée me semblait à la fois géniale et terrifiante. Mais c'est illégal, non. Ce qui est illégal, c'est d'empoisonner les gens, a-t-il rétorqué. Écoute, je vais t'envoyer un kit. Des micro-caméras espions, très discrètes. La prochaine fois que tu la verras, tu seras prête. Tu dois la piéger sur le fait. L'idée de devoir la revoir me donnait des frissons, mais il avait raison. C'était ma seule option. Elle nous a invités pour un long week-end sur l'île de Ré dans 2 semaines. Elle a loué une grande villa pour toute la famille. C'est parfait, a dit Léo, son ton devenant presque excité par le défi technique. Un nouvel environnement, plein d'endroits où cacher des choses. Je t'envoie le matériel demain en livraison express. 3 jours plus tard, un petit colis est arrivé. À l'intérieur, protégé par de la mousse, se trouvaient 5 minuscules caméras, pas plus grosses qu'une pièce de 10 centimes, un routeur 4G portable et une note de Léo. N'attends pas le prochain chocolat. Crée tes propres preuves. Sois prudente. Je t'aime. J'ai caché la boîte au fond de mon placard, derrière une pile de vieux pulls. Chaque fois que j'ouvrais la porte, je sentais sa présence, comme une promesse silencieuse. Ce n'était pas seulement du matériel électronique. C'était une chance de reprendre le contrôle, une chance de faire éclater la vérité. Le voyage sur l'île de Ré n'allait pas être des vacances. Ce serait une mission. Le trajet en voiture jusqu'à l'île de Ré était empreint d'une tension palpable, du moins pour moi. Marc était excité à l'idée de passer quelques jours au bord de la mer, et les enfants chantaient à l'arrière, impatients de découvrir la villa avec piscine promise par leur grand-mère. Moi, je serrais le volant, mon sac de voyage posé à mes pieds. À l'intérieur, bien caché dans une trousse de toilette, la petite boîte contenant les caméras me semblait peser une tonne. Je me sentais comme une espionne en route pour une mission dangereuse, un rôle que je n'aurais jamais imaginé jouer. La villa était encore plus belle que sur les photos. Une grande maison blanche aux volets bleus, entourée d'un jardin luxuriant où les roses trémières grimpaient le long des murs. Une carte postale idyllique, un décor parfait pour le drame qui allait s'y jouer. Brigitte nous a accueillis sur le perron, tout sourire, bronzée, l'incarnation de l'élégance estivale. Elle a couvert les enfants de baisers, a salué chaleureusement Marc, puis m'a fait une bise sur chaque joue, son parfum floral m'agressant les narines. Camille, ma chérie, tu es radieuse. L'air de la ville ne te réussit pas, tu as besoin de la mer, a-t-elle lancé, un commentaire à double sens typique de sa part. La première journée a été une longue épreuve de patience. Je devais agir normalement, sourire, participer aux conversations, tout en repérant les meilleurs emplacements pour mes caméras. Mon esprit était en surchauffe, analysant chaque angle, chaque recoin. La cuisine ouverte sur le salon était clairement le point névralgique. C'était là que tout se passerait, j'en étais sûre. Cette nuit-là, j'ai attendu. J'ai attendu que les lumières s'éteignent une à une. J'ai attendu d'entendre le souffle régulier de Marc endormi à côté de moi. Vers 1h du matin, quand la maison fut enfin plongée dans un silence total, je me suis levée. Pieds nus, je me suis déplacée dans l'obscurité avec une précaution infinie, mon cœur battant à tout rompre à chaque craquement du parquet. Le processus a duré près d'1 heure, 1 heure de tension extrême. J'ai commencé par la cuisine. La première caméra, minuscule, a trouvé sa place dans le coin d'une étagère à épices, son objectif minuscule à peine visible entre un pot de romarin et un flacon de poivre. Elle avait une vue imprenable sur le plan de travail principal. La deuxième a été plus difficile à placer. Je suis montée sur une chaise pour la fixer au-dessus du grand réfrigérateur américain, son angle couvrant l'évier et, plus important encore, la poubelle. Ensuite, je me suis attaquée au couloir. La troisième caméra, ingénieusement déguisée en crochet pour peignoir, a été vissée sur le mur, juste en face de la porte de la chambre de Brigitte et Jean-Pierre. C'était risqué, mais nécessaire. La quatrième a été simplement glissée entre les tiges de lavande séchées dans un grand vase posé sur la table de la salle à manger. Enfin, la cinquième, par pure précaution, a été dissimulée dans une pile de magazines dans notre propre chambre.
J'ai activé le petit routeur 4G que j'ai caché derrière le canapé et j'ai vérifié sur mon téléphone. Les 5 flux vidéo apparaissaient, clairs et nets. Mon piège était tendu. Épuisé mais parcouru d'une étrange montée d'adrénaline, je suis retourné me coucher. Le lendemain matin, je suis descendu et j'ai trouvé Brigitte déjà affairée dans la cuisine, fredonnant un air joyeux. Elle m'a accueilli avec un grand sourire. « Bien dormi, ma belle ? Je t'ai préparé un thé détox, tu m'en diras des nouvelles. » Elle semblait particulièrement enjouée. Plus tard dans la matinée, elle a fait une annonce. « Pour le déjeuner, j'ai une surprise. J'ai commandé des boîtes bento chez un traiteur japonais très chic de Saint-Martin-de-Ré. » Mais, elle s'est tournée vers moi, ses yeux pétillants d'une lueur que je ne connaissais que trop bien. Pour toi, Camille, j'ai demandé une composition spéciale, quelque chose d'unique, juste pour toi. Elle a ouvert le réfrigérateur pour me montrer une magnifique boîte laquée noire, isolée des autres. Sur le couvercle, un post-it avec mon nom écrit de sa main élégante. Mon sang s'est glacé. Le mot « spécial » était de retour. Le jeu commençait. J'ai attendu avec une impatience fébrile le moment où je pourrais m'isoler. Dès que les enfants ont été couchés pour la sieste et que les hommes sont partis jouer à la pétanque, j'ai filé dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai lancé l'application de surveillance. J'ai sélectionné la caméra de la cuisine et j'ai commencé à faire défiler les enregistrements de la matinée. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Et puis, je l'ai trouvé. La séquence qui allait tout changer. Ce que j'ai vu sur cet écran a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes pires cauchemars. L'enregistrement était d'une netteté glaçante. La caméra, bien cachée, filmait la scène sous un angle parfait. Il était 10h46. Brigitte entre dans le champ, seule. Elle jette un regard furtif vers la porte, s'assurant que personne ne peut la surprendre. Puis, avec une lenteur délibérée, elle enfile une paire de gants en latex transparent qu'elle sort de la poche de son tablier. Mon estomac se contracte instantanément. C'est un geste clinique, préparé, qui trahit une intention bien précise. Elle se dirige vers le plan de travail où se trouve la boîte bento noire portant mon nom. Elle la contemple un instant, puis se tourne vers son sac à main posé sur une chaise. Elle en sort un petit récipient en plastique, le genre de boîte que les enfants utilisent pour collectionner des insectes. Mon esprit refuse de faire le lien, mais mon corps, lui, réagit. Une vague de froid me parcourt l'échine. À l'intérieur de la boîte, une forme sombre et luisante s'agite. Je mets la vidéo en plein écran, le cœur au bord des lèvres. Je zoome au maximum. Il n'y a aucun doute possible. C'est un cafard. Un gros cafard noir, de ceux qui infestent les endroits sombres et humides. Il est bien vivant, ses longues antennes frémissent, ses pattes s'agitent contre la paroi en plastique. Je dois retenir un cri. Une nausée violente monte dans ma gorge. Je suis paralysée, incapable de détourner les yeux de l'écran, spectatrice horrifiée de cette scène surréaliste. Brigitte ouvre la petite boîte avec une dextérité surprenante. Elle sort de la poche de son tablier une longue pince à épiler, du genre de celles utilisées en horlogerie. Avec une précision chirurgicale, elle plonge la pince dans la boîte et saisit délicatement l'insecte par le thorax. Je vois le cafard se débattre, ses pattes griffant l'air dans une danse macabre. Puis vient le moment qui restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. Avec un calme olympien, Brigitte ouvre ma boîte bento. Elle soulève avec précaution une tranche de thon mi-cuit joliment décorée de graines de sésame. Et là, sous mes yeux, elle dépose le cafard vivant dans le riz blanc et collant. Elle l'enfonce légèrement avec la pointe de la pince, l'ensevelissant dans ce qui aurait dû être mon déjeuner. Mais le spectacle de l'horreur n'est pas terminé. Elle ne se contente pas de cacher l'insecte. Elle peaufine son œuvre. Elle replace la tranche de thon par-dessus, ajustant sa position au millimètre près. Elle lisse la surface du riz avec le dos d'une cuillère pour effacer toute trace de son intervention. Enfin, touche finale du chef, elle prend une pincée de ciboulette ciselée et en parsème le plat, comme pour ajouter une touche de fraîcheur à sa création monstrueuse. Une fois son forfait accompli, elle retire ses gants, les jette dans la poubelle, et se tourne face à la caméra. Et elle sourit. Ce n'est pas un grand sourire,
juste un petit rictus satisfait, le sourire de l'artisan content de son travail bien fait. C'est ce sourire qui me brise. Ce n'est pas un acte de colère impulsive. C'est un acte de cruauté pure, prémédité, savouré. J'ai appuyé sur « pause ». L'image de son sourire diabolique est restée figée sur mon écran. Je suis resté prostré sur le sol de la chambre pendant de longues minutes, le corps secoué de tremblements incontrôlables. J'avais envisagé des laxatifs, de la nourriture avariée, peut-être même un produit chimique. Mais ça, un insecte vivant, répugnant, placé intentionnellement dans ma nourriture. Le niveau de perversité et de haine nécessaire pour concevoir un tel acte dépassait l'entendement. Elle ne voulait pas seulement me rendre malade. Elle voulait me traumatiser. Elle voulait m'humilier de la façon la plus dégradante qui soit. Elle voulait que je morde dans ce riz et que je sente le mouvement sous ma langue. Elle voulait m'entendre hurler de dégoût et d'horreur. Lentement, la rage a remplacé le choc. Une rage froide, lucide, puissante. J'ai sauvegardé la vidéo sur une clé USB, puis sur mon cloud personnel. J'ai effacé les fichiers de mon ordinateur. J'ai caché la clé. La peur avait disparu. Il ne restait plus que la détermination. Ce soir, au dîner, le rideau allait tomber sur la comédie de Brigitte. Et c'est moi qui allais diriger la mise en scène finale. L'attente jusqu'au dîner a été la plus longue de ma vie. J'ai dû jouer la comédie, sourire à Marc, jouer avec mes enfants, faire comme si de rien n'était, alors qu'à l'intérieur, un volcan de rage était sur le point d'entrer en éruption. Chaque regard que je posais sur Brigitte était chargé d'un mépris glacial. Elle, de son côté, était d'une humeur radieuse, multipliant les attentions, me demandant si j'avais passé une bonne journée. La duplicité du personnage était fascinante et terrifiante à la fois. Le soir venu, elle a orchestré la mise en scène avec un talent consommé. Le dîner est prêt, a-t-elle annoncé d'une voix pleine d'entrain. Elle a disposé les boîtes bento sur la grande table en bois, chacune à la place désignée. Puis, prenant la boîte noire, elle s'est approchée de moi avec un cérémonial exagéré. Et voici, ma chère Camille, ta surprise. J'espère vraiment que cela te plaira. Elle me l'a tendue, ses yeux brillants d'une excitation malsaine. Elle attendait ma réaction, elle la savourait d'avance. Je l'ai regardée droit dans les yeux, un léger sourire flottant sur mes lèvres. Je suis sûre que ce sera inoubliable, Brigitte. J'ai pris la boîte, sentant son poids dans mes mains. Alors, qu'attends-tu? Ouvre-la, a-t-elle insisté, incapable de contenir son impatience. Je meurs d'envie de voir ton expression. Moi aussi, ai-je répondu doucement. Puis, sous le regard perplexe de Marc et Jean-Pierre, et le regard soudainement inquiet de Brigitte, je me suis levée. J'ai contourné la table, tenant la boîte comme un objet précieux. Je me suis dirigée vers la cuisine ouverte, vers la grande poubelle design en acier brossé. Sans un mot, j'ai soulevé le couvercle à pédale et j'ai laissé tomber la boîte à l'intérieur. Le clac métallique du couvercle qui se referme a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Le silence qui a suivi était électrique. Mais qu'est-ce que tu fais? A balbutié Brigitte, son visage passant de l'anticipation à l'incompréhension la plus totale. Marc a bondi de sa chaise. Camille, tu es devenue folle ou quoi? Maman a payé une fortune pour ça. C'est un manque de respect incroyable. J'ai ignoré leur réaction. Je suis allée dans le salon, j'ai récupéré mon ordinateur portable que j'avais laissé à portée de main, et je suis revenue à la table. Je l'ai posé juste en face de la place de Brigitte, à côté de son verre de vin blanc. Un manque de respect, Marc, ai-je demandé, ma voix soudainement forte et claire. Tu veux parler de manque de respect? Très bien. Parlons-en. J'ai ouvert l'ordinateur. Tu veux savoir ce qu'il y avait dans cette boîte spéciale? Laisse-moi te montrer le véritable manque de respect. Marc me fixait, abasourdi. Arrête ce cinéma, Camille. C'est ridicule. Oh non, ai-je dit en cliquant sur le fichier vidéo. Le spectacle ne fait que commencer. L'écran s'est allumé. La cuisine est apparue, baignée de la lumière du matin. Et puis, Brigitte est entrée en scène. La séquence a commencé à défiler, les gants en latex, le récipient en plastique, la pince à épiler, et le cafard.
Un hoquet de dégoût a échappé à Marc. Mon fils aîné, qui regardait par-dessus son épaule, a poussé un petit cri et a caché son visage contre la jambe de son père. Jean-Pierre, qui était resté impassible jusqu'alors, s'est penché en avant, ses yeux rivés sur l'écran, son visage se durcissant. La vidéo a continué, montrant l'abominable processus en détail, l'insecte déposé dans le riz, le camouflage sous le thon, le saupoudrage final de ciboulette. Et pour finir, le clou du spectacle, le petit sourire satisfait de Brigitte, en gros plan. J'ai appuyé sur « Pause », laissant son visage triomphant figé sur l'écran. La pièce était plongée dans un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler. Tous les regards étaient maintenant tournés vers Brigitte. Son visage était d'une pâleur cadavérique, ses lèvres tremblaient. Le masque était tombé. Il n'y avait plus d'échappatoire. Restez bien avec moi, car ce qui va suivre est le moment où tout a explosé, où des années de haine et de mensonges ont finalement éclaté au grand jour. Brigitte a été la première à retrouver la parole, ou plutôt, un son. Un sifflement. C'est un montage. Un faux. Elle a tout inventé pour me nuire. Mais sa voix manquait de conviction. Ses yeux fuyaient, incapables de croiser le regard de son fils ou de son mari. Le monstre était à nu, exposé sous la lumière crue de la vérité. Un montage, ai-je répété, ma voix glaciale coupant à travers la tension. Tu penses vraiment que j'ai les compétences techniques pour réaliser un faux aussi parfait, Brigitte? Et pourquoi aurais-je fait ça? Je me suis tournée vers Marc, dont le visage était une toile de confusion et d'horreur. Pourquoi, Marc? Dis-moi. Pourquoi ta femme, la mère de tes enfants, inventerait-elle une histoire aussi monstrueuse? Sans attendre de réponse, j'ai porté le coup de grâce. D'ailleurs, si c'est un montage, tu pourras sûrement m'expliquer comment j'ai réussi à le filmer sous plusieurs angles. J'ai cliqué sur une autre icône. La même scène est apparue, mais cette fois, filmée par la caméra cachée au-dessus du réfrigérateur. L'angle était différent, plus plongeant, mais l'action était identique, chaque geste immonde de Brigitte capturé avec une clarté impitoyable. Ce fut le point de rupture pour Marc. Il a poussé un cri étranglé, un son de douleur et de trahison. Il a reculé de la table comme si elle était brûlante, renversant presque sa chaise. Il a regardé sa mère, non plus avec supplication, mais avec un dégoût absolu. Maman? Comment as-tu pu? Voir son fils la regarder de cette façon a fait voler en éclats le dernier vestige de contrôle de Brigitte. La façade de la victime outragée s'est effondrée pour révéler la véritable nature de la femme en dessous, un être consumé par la jalousie et la haine. Son visage s'est tordu en un masque de fureur. Elle n'a rien à faire dans cette famille, a-t-elle hurlé, sa voix devenant stridente, méconnaissable. C'est une étrangère. Une usurpatrice. Elle m'a pointé du doigt, son corps entier tremblant de rage. Avant qu'elle n'arrive, tout était parfait. Tu étais mon fils, Thomas. Mon fils. Elle est arrivée avec ses airs supérieurs, son éducation, ses idées modernes. Elle t'a ensorcelé. Elle t'a éloigné de moi, de ta propre mère qui a tout sacrifié pour toi. La tirade était si violente, si pleine de venin, que même les enfants se sont tus, pétrifiés. La voix de Jean-Pierre a alors retenti, basse et menaçante. Tais-toi, Brigitte. Mais elle était lancée, incapable de s'arrêter. Je voulais juste qu'elle parte. Je voulais retrouver mon fils. Elle pense qu'elle est meilleure que moi, avec ses livres et ses grands mots. Mais elle n'est rien. Une petite arriviste qui a eu de la chance de te rencontrer. J'ai dit, tais-toi. Jean-Pierre s'est levé lentement. Il n'avait jamais levé la voix, mais l'intensité de sa colère silencieuse était plus terrifiante que n'importe quel cri. Il a fait le tour de la table et s'est planté devant sa femme. Tu as essayé d'empoisonner la mère de mes petits-enfants. Tu as agi comme un monstre. Pas une mère. Pas une grand-mère. Un monstre. Il a craché le mot, comme s'il avait un goût amer dans la bouche. Il s'est tourné vers Marc, qui se tenait toujours là, hébété. Marc. Ton père te parle. Prends ta femme et tes enfants. Faites vos valises et partez. Maintenant. Retournez à Lyon. Brigitte a attrapé le bras de son mari.
Jean-Pierre, non, ne me fais pas ça. Il s'est dégagé d'un geste sec. Je ne veux plus te voir près d'eux. Je ne veux plus t'entendre. C'est terminé. Marc a semblé sortir de sa torpeur. Il a hoché la tête, le regard vide. Il a pris nos 2 filles par la main, les éloignant doucement de la scène. Allez les garçons, on va chercher nos affaires. C'est alors que Brigitte a compris qu'elle avait perdu. Définitivement. Elle a poussé un hurlement, un son inhumain, un mélange de rage, de désespoir et de défaite. Thomas! Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas m'abandonner. Je suis ta mère. Nous avons fait nos valises dans un silence de mort, pendant que ces cris continuaient de résonner dans la maison. Nous avons rassemblé nos affaires en quelques minutes, un exode chaotique et précipité. En passant devant le salon pour sortir, je l'ai vu, effondré sur le canapé, en larmes, tandis que Jean-Pierre se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, rigide comme une statue. Marc n'a pas jeté un seul regard dans sa direction. Il a ouvert la porte, nous a fait sortir, et a refermé la porte derrière nous sur des années de mensonges. Le son du loquet qui se verrouille a été le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Le voyage de retour s'est déroulé dans une atmosphère irréelle. Les enfants, épuisés par l'émotion et la tension, se sont endormis presque immédiatement, leurs petites têtes ballottant au rythme de la voiture. Le silence dans l'habitacle était lourd, épais, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années. Marc conduisait, les mains crispées sur le volant, son profil découpé par les lumières fugaces de l'autoroute. Je regardais le paysage nocturne défiler, mais mon esprit était ailleurs, rejouant en boucle les événements de la soirée. Après plus d'1 heure de silence, Marc a finalement parlé. Sa voix était rauque, brisée. Je suis tellement désolé, Camille. Ce n'était pas la première fois qu'il prononçait ces mots, mais cette fois, ils avaient un poids différent. Il n'était plus une tentative de clore une conversation gênante, mais le début d'une prise de conscience douloureuse. Je ne lui ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le silence s'installer à nouveau, le laissant mesurer la profondeur de l'abîme qui s'était creusé entre nous. Comment ai-je pu être aussi aveugle, a-t-il continué, plus pour lui-même que pour moi. C'était sous mes yeux, depuis le début. Toutes ces petites choses, tes regards, tes silences. Tu essayais de me le dire, et je n'ai rien écouté. Je l'ai défendu. J'ai défendu un monstre contre ma propre femme. Il a frappé le volant d'un coup de poing sec, faisant sursauter les enfants endormis. Je suis impardonnable. Non, Marc, ai-je dit doucement, ma voix étonnamment stable. Tu n'es pas impardonnable. Tu as été manipulé. Conditionné depuis ton enfance à ne voir que le meilleur en elle. Mais maintenant, tes yeux sont ouverts. C'est tout ce qui compte. Cette conversation a été le premier pas sur un très long chemin de reconstruction pour notre couple. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas en un jour. Le lundi matin, j'ai pris une décision. J'ai déposé les enfants à l'école, puis je me suis rendue à la gendarmerie. J'avais la clé USB dans mon sac. Ce n'était plus seulement une affaire de famille, c'était une affaire de justice. J'ai été reçue par une femme gendarme, une adjudante d'une 40aine d'années au regard direct et bienveillant. Je lui ai raconté toute l'histoire, sans omettre aucun détail. Elle m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, je lui ai tendu la clé USB. Voici les preuves, ai-je dit. Elle l'a visionnée sur son ordinateur. Son visage s'est durci au fur et à mesure que les images défilaient. Quand la vidéo s'est terminée, elle m'a regardé avec une expression grave. Madame, ce que vous avez subi est extrêmement sérieux. L'administration de substances nuisibles est un délit passible de plusieurs années de prison. Le fait que cela ait été prémédité est une circonstance aggravante. Je vous encourage vivement à porter plainte. C'est pour cela que je suis ici, ai-je répondu. La machine judiciaire s'est mise en marche. Une ordonnance de protection a été émise en urgence, interdisant formellement à Brigitte de nous approcher ou de nous contacter de quelque manière que ce soit. Elle a tenté de la violer à plusieurs reprises, avec des appels anonymes et des lettres délirantes que je transmettais systématiquement à mon avocat. Quelques semaines plus tard, Jean-Pierre m'a appelé. Sa voix était celle d'un homme brisé. J'ai demandé le divorce, Camille.
Je ne peux plus vivre avec cette femme. Elle n'est plus celle que j'ai épousée. Il a marqué une pause. Elle a été hospitalisée. Elle a fait une crise de paranoïa aiguë. Elle accuse les infirmières d'être des espionnes à ta solde, elle croit que les télévisions la filment. Les médecins parlent d'une grave dépression narcissique. J'ai ressenti une pointe de pitié, mais elle a été rapidement balayée par le souvenir du cafard. Je suis désolé, Jean-Pierre. Ne le sois pas, a-t-il dit fermement. Tu nous as peut-être tous sauvés. Moi le premier. La vie a commencé à retrouver une apparence de normalité. Mais je savais que l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Brigitte n'avait pas dit son dernier mot. Une dernière confrontation, la plus inattendue de toutes, m'attendait encore. 3 mois se sont écoulés. Lentement, presque imperceptiblement, la paix est revenue dans notre maison. Les rires de nos enfants semblaient plus forts, plus libres. Marc et moi avons entamé une thérapie de couple, un processus difficile mais nécessaire pour dénouer les nœuds de la manipulation et de la culpabilité. Nous réapprenions à communiquer, à nous faire confiance. L'ombre de Brigitte s'estompait, devenant un souvenir lointain, un cauchemar dont nous nous étions enfin réveillés. J'étais un mardi matin au supermarché, poussant mon caddie entre les rayons, réfléchissant à la liste des courses. C'était une scène d'une banalité absolue. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon jean. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, numéro masqué. Mon cœur a fait un bond. Depuis des mois, je rejetais systématiquement ces appels. Mais ce jour-là, une impulsion étrange, un sentiment que je devais affronter ce fantôme une dernière fois, m'a fait appuyer sur le bouton vert. J'ai porté le téléphone à mon oreille, sans dire un mot. Un long silence, puis une voix que j'ai à peine reconnue. Une voix faible, éraillée, comme du papier de verre. Camille? C'est toi? Brigitte. Le son de sa voix a provoqué une réaction physique immédiate. Un frisson glacial a parcouru mon dos. Dieu merci, tu as décroché, a-t-elle pleuré. C'étaient des sanglots rauques, désespérés. Je t'en prie, ne raccroche pas, je suis restée silencieuse, figée au milieu du rayon des conserves. Je n'ai plus rien, Camille, a-t-elle gémi. Jean-Pierre m'a tout pris. L'appartement, je vais être expulsée. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je suis seule. Tout le monde m'a abandonnée. Sa voix était un torrent de plaintes et d'apitoiements. Elle a essayé de me manipuler une dernière fois, en faisant appel à ma corde sensible. Tu es une mère, Camille. Tu comprends ce que c'est que l'amour d'une mère. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour Thomas. Je ne pouvais pas supporter de le perdre. Il est toute ma vie. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je ne mérite pas de mourir de faim dans la rue. S'il te plaît, aide-moi. Juste un peu d'argent pour tenir. J'ai fermé les yeux. J'ai inspiré l'odeur de carton et de produits d'entretien du supermarché. J'ai pensé à la robe en soie. J'ai pensé au chocolat. J'ai pensé au cafard. J'ai pensé aux années de tourments psychologiques, à la solitude, à la peur. J'ai pensé à mes enfants, terrifiés par les cris de leur propre grand-mère. Quand j'ai rouvert les yeux, toute pitié avait disparu. Il ne restait qu'une clarté froide et absolue. Ma voix, quand j'ai parlé, était calme, posée, et plus tranchante qu'une lame de rasoir. Vous vouliez que je disparaisse, Brigitte, ai-je dit lentement, articulant chaque syllabe. Vous avez tout fait pour m'effacer de votre famille. Eh bien, félicitations. C'est vous qui avez disparu. Non, s'il te plaît, Camille, ne dis pas ça. A-t-elle sangloté. Si vous avez faim, ai-je continué, ma voix ne tremblant pas d'un iota, je vous suggère d'essayer le plat spécial que vous aviez si gentiment préparé pour moi sur l'île de Ré. Puis, j'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué le numéro. J'ai rangé mon téléphone. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai continué à faire mes courses. Un poids immense, un poids que je portais depuis des années sans même m'en rendre compte, venait de se soulever de mes épaules. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé Marc et les garçons en train de construire un château en Lego dans le salon. Le soleil filtrait à travers la fenêtre, illuminant la poussière qui dansait dans l'air. C'était une scène simple, parfaite. Marc a levé les yeux et m'a souri.
Un vrai sourire, plein d'amour et de respect. Tout va bien, a-t-il demandé. Je lui ai rendu son sourire, et pour la première fois, il venait du plus profond de mon âme. Mieux que bien. C'est parfait. À cet instant, j'ai compris la véritable signification de la liberté. Ce n'était pas l'absence de Brigitte dans nos vies. C'était l'absence de son pouvoir sur moi. J'avais survécu à sa guerre, et j'en étais sortie plus forte. J'avais repris le contrôle de mon histoire, de ma vie, de mon bonheur. Mon histoire est un rappel que parfois, les monstres ne se cachent pas dans l'ombre, mais vivent parmi nous, derrière le masque de la normalité. Si vous êtes confronté à une relation toxique, qu'elle soit familiale ou autre, sachez que vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de tracer des limites et de dire « stop ». Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, si elle vous a touché ou si vous souhaitez partager votre propre expérience, l'espace des commentaires est à vous. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires. Prenez soin de vous, et souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez.